Bien, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour l'avant-dernière vidéo pour étudier cette œuvre qui est splendide, qui est la fresque l'école d'Athènes de Raphaël. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la passion véritablement que vous, hein, les intellectuels de la Renaissance, hein, pour les sciences. Il faut comprendre que pendant très longtemps, pendant toute la période du Moyen Âge, les sciences étaient, je vais dire, plus ou moins endormies, puisque une des seules sources de connaissances, c'était la Bible. Or, que nous apprend la fresque sur la passion de ses contemporains pour ces sciences, eh bien, on va commencer par s'intéresser à ces deux personnages centraux. Hein, ce n'est pas un hasard s'ils sont représentés au centre. Hein. Vous avez d'un côté Platon, très grand philosophe, que l'on va redécouvrir à la toute fin du Moyen Âge, et de l'autre côté, hein, qui lui fait face, vous avez Aristote, que l'on connaissait déjà au Moyen Âge. Je vais m'intéresser plus particulièrement à Platon, hein, et zoomer sur son visage, parce que en fait, Raphaël rend hommage à un personnage. On ne connaît pas le visage de Platon. Hein. Platon vivait au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il n'y a jamais eu de portraits qui ont été faits de Platon. Et Raphaël a volontairement choisi les traits d'un personnage de son époque que vous avez là. Ça, c'est un autoportrait. Hein, c'est un autoportrait qui a été réalisé par Léonard de Vinci lui-même. C'est-à-dire que Raphaël, quand il a voulu dessiner Platon, il rend hommage à un des plus grands penseurs de son époque, qui est Léonard de Vinci. C'est un très bel hommage qui lui est rendu. Donc, effectivement, une passion pour les philosophes. Il y a un autre philosophe qui m'intéresse, hein, qui se situe sur la gauche de votre fresque, qui est ici. Ce personnage que l'on voit avec un turban, un teint mat, hein. Eh bien, c'est un philosophe qui est arabo-musulman, qui est Averroès, hein, et qui vivait dans le califat de Cordoue. Et je vous rappelle, je vous renvoie à ce que nous avons vu, hein, sur la période médiévale, le syncrétisme culturel, quand ces intellectuels chrétiens, au contact de philosophes arabo-musulmans à proximité des mosquées, ont redécouvert les écrits, hein, des Grecs qui avaient été traduits en arabe, et puis après de l'arabe, ils vont être traduits à partir du XIIIe, XIVe siècle, ils vont être traduits en latin, voire en italien, voire en ancien français. Donc une véritable passion pour les philosophes, hein, à partir du 15e et 16e siècle. Mais la fresque nous apprend aussi d'autres domaines scientifiques qui apparaissent sur le tableau. Je vais m'intéresser à un groupe de personnages que vous avez sur la droite maintenant de la fresque. Hein. Si je zoom sur ce groupe de personnages-là, on voit quoi? On voit un groupe d'étudiants, hein, plus ou moins jeunes, qui écoutent un vieux monsieur, hein, qui est recroquevillé sur lui-même et qui, sur une ardoise, tient un compas entre ses mains. Eh bien, le personnage qui est représenté ici, c'est Euclide. Euclide, c'est le père de la géométrie, vous le savez, j'espère. Donc, effectivement, à partir de la Renaissance, hein, on l'a déjà vu dans l'œuvre d'art, on s'intéresse, hein, aux proportions. Il faut que les proportions soient parfaites. On s'intéresse à la symétrie, on s'intéresse à l'harmonie. Et donc, on redécouvre les principes de la géométrie. Et cette géométrie va être applicable dans de très nombreux domaines. Autre exemple, hein, de passion pour les sciences, je reviens maintenant sur le côté gauche de la fresque, et je vais m'intéresser à ce personnage, hein, que l'on voit assis, encore une fois avec des personnes qui sont en train de l'écouter. Ce personnage, incontestablement, il est en train d'écrire avec une plume sur un livre, et il écrit un théorème, et ce théorème, ben, je suis sûr que vous le connaissez tous, hein, puisque c'est Pythagore qui est représenté là. Effectivement, à partir de la Renaissance, hein, on va avoir soif de connaissances, et on veut des démonstrations. Or, les démonstrations ne peuvent être apportées que par les mathématiques. Et donc, à partir de ce moment-là, on va avoir foi véritablement dans les mathématiques. Pour finir, je vais m'intéresser encore une fois sur la droite de cette fresque à un groupe de personnages qui sont situés ici. Excusez-moi, ça devrait apparaître, les voilà, voilà. Il y a trois personnes qui m'intéressent ici. Le premier, vu de dos, tient dans ses mains un globe qui est parfaitement circulaire. C'est Ptolémée. Rappelez-vous, si Christophe Colomb avait entrepris la traversée de l'océan Atlantique, c'est qu'il était parti de l'idée que la Terre était ronde. Pourquoi? Parce que vous avez un géographe 1er siècle après Jésus-Christ, grec, qui avait stipulé que la Terre pouvait être ronde, effectivement. Et ce qu'il y a d'assez intéressant, c'est que la fresque, là, elle a été réalisée en 1508. Magellan n'a pas encore fait la circumnavigation, c'est-à-dire a fait le tour du
globe pour démontrer qu'elle était ronde, mais pour Raphaël, le fait de représenter la Terre comme circulaire, c'est quelque chose qui est acquis. Le personnage aussi qui m'intéresse un petit peu plus au fond, on peut pas lui donner de nom, mais il tient entre ses mains la voûte céleste, la voûte céleste, parce qu'à partir de la Renaissance, on va se passionner pour l'astronomie. L'astronomie, il y a des personnages essentiels qui vont en sortir. Vous avez Galilée, et puis au-dessus, vous avez Nicolas Copernic. Je rappelle que Nicolas Copernic, c'est quand même celui qui va démontrer que le centre de l'univers, ce n'est pas la Terre, comme on l'a pensé pendant toute la période médiévale, mais c'est le Soleil, l'héliocentrisme. Donc une passion véritablement pour l'astronomie. Et puis un dernier personnage m'intéresse, il est ici, là. C'est le seul personnage qui nous regarde. Si un jour vous vous retrouvez devant la fresque, vous verrez que tous les personnages sont pris dans une conversation, dans une réflexion avec d'autres personnes, et lui seul n'est intéressé par rien, et il nous regarde directement dans les yeux. En fait, à cette époque-là, les peintres ne signent pas leurs œuvres, mais par contre, ils se représentent dedans. Et donc, pour bien comprendre qu'on a affaire à Raphaël, c'est le seul personnage qui nous regarde droit dans les yeux. C'est une signature.